Bonjour. Alors, nous allons voir dans cette petite capsule vidéo les différents types d'entreprises. Bon, à quoi ça sert de différencier les entreprises selon différents critères? Ça va servir de manière juridique en fait. C'est parce que des règles différentes s'appliqueront aux différentes formes d'entreprises. Alors, il existe trois façons de différencier les entreprises selon la forme juridique, selon le secteur d'activité et selon la taille. Alors, on va d'abord voir selon la forme juridique. Donc, selon la forme juridique, il y a tout d'abord l'indépendant en personne physique et il y a l'indépendant en personne morale. Donc, en gros, c'est est-ce qu'il a créé une société ou pas? Donc, l'indépendant en personne physique, il va falloir voir, là on va différencier selon l'activité et selon le statut. Alors, selon l'activité, eh bien, on va différencier selon qu'il soit, cet indépendant soit commerçant, artisan ou exerce une profession libérale. De nouveau, c'est des règles différentes qui vont s'appliquer. Alors, tout d'abord, s'il est commerçant, donc qu'est-ce que c'est? C'est s'il exerce des actes qualifiés de commerciaux par la loi et qu'il en fait sa profession soit à titre principal, soit à titre accessoire. On ne va pas rentrer dans qu'est-ce que c'est des actes qualifiés de commerciaux par la loi, mais sachez quand même que c'est défini par la loi. Alors un artisan, qu'est-ce que c'est qu'un artisan? Un artisan, c'est quelqu'un qui preste des services sans livraison de marchandises. Bah, ici, par exemple, on a un cordonnier. Voilà, il ne livre pas de marchandises, on vient lui apporter des choses, il travaille dessus, il rend un service et il livre pas. Voilà, ça c'est un artisan. Ça pourrait être un potier aussi. Voilà, tout ça c'est des artisans de artisanat. Alors ensuite on a les professions libérales. Alors les professions libérales, ce sont des professions dont l'activité revêt un caractère intellectuel prépondérant et dont la liste est définie par la loi. Donc ici aussi c'est défini par la loi. Mais on peut penser par exemple à architecte, avocat, médecin par exemple. La liste est définie par la loi car souvent il y a des conditions d'accès à ces professions, en général des conditions de diplôme. Voilà, ça c'est fait. Alors là, en personne physique, selon le statut, maintenant. Alors, il y a différentes choses qui sont envisagées par la loi. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, il y a d'abord l'indépendant à titre principal. Donc, l'indépendant à titre principal, ben, c'est celui qui est indépendant et c'est son seul métier. Ensuite, il y a l'indépendant complémentaire, donc il y a une possibilité d'exercer un métier salarié, par exemple, ou même fonctionnaire, et d'être indépendant complémentaire. Ça ne doit pas dépasser la moitié de nos revenus. On peut être aidant indépendant, on peut aider un indépendant, il y a un certain statut qui est reconnu par la loi. Les conjoints aidants aussi, quand on a une entreprise, qu'on a un indépendant et que la femme nous aide, eh bien, il y a une possibilité que son statut soit reconnu. Et enfin, il y a les gérants, les administrateurs de société, donc en gros les chefs de société, eh bien eux, ils sont indépendants, personnes physiques. Alors maintenant, l'indépendant en personne morale. Alors indépendant en personne morale, quel est le principe? Eh bien, le principe est le suivant, c'est que une ou plusieurs personnes physiques passent un accord, donc un contrat, pour créer une personne morale qui soit distincte d'elle. Une personne morale, c'est-à-dire une société, grosso modo. La personne morale, elle possède un nom, un domicile et des moyens, financiers ou matériels. Voilà, donc c'est la création d'une entreprise, la création d'une société même, plus exactement. Alors, quelles peuvent être les formes? Bien, les formes sont nombreuses. Il y a la SA, la société anonyme, la SPRL, la société privée à responsabilité limitée, la SPRLU, la société privée à responsabilité limitée d'une personne, la société coopérative, et il y en a encore d'autres, mais on va peut-être pas rentrer là-dedans. La forme qu'on va choisir est étudiée évidemment en fonction des buts de la société.
Donc chaque forme a ses caractéristiques, mais on rentrera pas plus là-dedans. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de la personne morale? On est en droit de se le demander. Eh bien, l'avantage, c'est que les patrimoines des fondateurs de la société sont distincts de celui de la société. Donc s'il y a un problème, par problème évidemment on entend faillite, les patrimoines des fondateurs sont protégés. C'est-à-dire que je crée une société, ma société fait faillite, eh bien les créanciers de la société vont pas pouvoir venir se servir dans mon patrimoine à moi. Ce qui est quand même un gros avantage quand on sait que la création de société, l'entreprise, c'est assez risqué. Le désavantage, la contrepartie, c'est que ça engage des frais, hein, de notaire par exemple, et puis qu'il faut constituer un apport, une somme d'argent qui devient le patrimoine de la société. Donc quand on crée la société, on doit lui créer un patrimoine, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent dedans, et cet argent ne nous appartient plus, il appartient à la société. Voilà pour l'indépendant en personne morale. Donc on a selon la forme juridique. Maintenant selon le secteur d'activité, les différents types d'entreprises selon le secteur d'activité. Alors on a différents secteurs qui sont reconnus dans l'entreprise, dans l'économie, mais je pense que vous les avez déjà vus dans un cours ou l'autre. Le secteur primaire, c'est le secteur qui comprend les entreprises qui extraient les matières premières de l'environnement naturel. L'exemple le plus simple, c'est les mines. Ok. Le secteur secondaire, lui, regroupe les entreprises qui transforment les matières premières en produits finis. Par exemple, tout ce qui est industrie alimentaire, il y a une matière première qui est extraite, les aliments, et il y a une industrie qui les transforme. Les entreprises du secteur tertiaire, elles fournissent des services aux autres entreprises ou à la population. Je ne sais pas moi, tout ce qui est call center, par exemple, c'est des entreprises du secteur tertiaire. Et enfin, le secteur quaternaire, lui, regroupe les entreprises publiques et le secteur non marchand. Si on pense par exemple aux hôpitaux, les hôpitaux, c'est le secteur non marchand, le secteur quaternaire. Et enfin, il nous reste une dernière typologie d'entreprise, c'est selon la taille. Alors, selon la taille, on reconnaît trois tailles d'entreprise, les grandes, les petites et les micro-entreprises. Bon, c'est un peu technique, mais ça a son importance. Donc les grandes entreprises, c'est si elle est cotée en bourse d'office, c'est une grande entreprise, ou alors si elle dépasse deux des limites suivantes. Donc il va y en avoir trois, si elle en dépasse deux, elle est considérée comme une grande entreprise. Le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle est de 50. Le chiffre d'affaires annuel hors TVA est de 9 millions d'euros et le total du bilan est de 4 500 000 euros. Voilà. Alors, petite entreprise, elle ne doit pas dépasser plus d'une des limites suivantes. Il y en a trois. Le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle est de 50. Le chiffre d'affaires annuel hors TVA est de 9 millions d'euros et le total du bilan est de 4 500 000 euros. Ce sont les mêmes conditions, mais ici, elle ne doit pas dépasser plus d'une des conditions. Et pour ce qui est des micro-entreprises, ce sont des sociétés qui, à la date de clôture des comptes, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes. Donc le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle ne doit pas être supérieur à 10. Le chiffre d'affaires annuel hors TVA ne peut pas être supérieur à 700 000 euros. Et le total du bilan ne peut pas être supérieur à 350 000 euros. Voilà pour les différents types d'entreprises. Merci.